Elle a mis fin à sa liaison, puis est revenue des mois plus tard en essayant de me retrouver. Il y avait un bourdonnement dans la cuisine, comme un bruit électrique, faible et continu. J'ai cru que je l'imaginais jusqu'à ce que j'enjambe la valise. C'était la sienne, juste là, devant le garde-manger, comme si elle y avait de nouveau sa place. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai pas entendu de voiture. Je n'ai reçu ni texto, ni appel, pas même un coup à la porte. Mais d'une manière ou d'une autre, elle se tenait près de la machine à café, comme si nous n'avions pas sauté 6 mois de silence, comme si elle ne s'était pas volatilisée avec un homme qui gagnait plus d'argent et faisait moins de promesses. Elle a levé les yeux, « Salut, Antoine ». Sa voix avait cette même douceur qu'elle utilisait quand elle voulait emprunter de l'argent dans mon portefeuille ou se dispenser de faire la vaisselle. Elle a même souri comme si c'était anodin. Je n'ai rien dit. Je fixais toujours la valise, beige avec une fermeture éclair cassée. Je me souvenais avoir réparé cette fermeture éclair pendant notre 2e année de mariage parce qu'elle refusait de la jeter. Elle a été partout avec moi, avait-elle dit. Apparemment, elle avait aussi été chez lui. Je l'ai quitté, a-t-elle dit comme si cela expliquait tout. C'est fini. J'ai éclaté de rire. Je ne le voulais pas. C'est juste sorti de moi comme l'air s'échappant d'un pneu crevé. Le son était stupide et creux dans la pièce silencieuse. Elle n'a pas bronché. Je sais que je t'ai fait du mal, a-t-elle ajouté. Mais je devais savoir. Je devais voir si l'herbe était plus verte ailleurs, les jeux coupés. Ou juste vérifier si ton plan de secours respirait encore. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux vers le sol, comme s'il recelait des secrets qu'elle n'avait pas encore découverts. Voilà ce que la plupart des gens n'admettront pas. Le chagrin d'amour ne s'accompagne pas toujours de drame. Parfois, il s'accompagne d'un retour. Un retour discret, sournois. Le genre où la personne qui vous a ouvert la poitrine en deux revient sans prévenir, sans excuse, et s'attend à ce que votre cœur soit toujours à la même place où elle l'a laissé. C'est là que cette histoire commence. Pas avec une histoire d'amour, pas avec un mariage, pas avec un couple heureux qui s'est éloigné. Cette histoire commence avec une valise, un réfrigérateur qui bourdonne et une femme qui est partie comme un fantôme, puis est revenue comme si elle avait encore la clé. Elle s'est assise à la table de la cuisine comme si elle n'avait rien brisé. Au même endroit où elle mangeait ses étranges sandwichs au roquefort et à la confiture de figues. Comme si rien n'avait changé. Comme si les 6 mois où elle a disparu dans la vie de quelqu'un d'autre n'avaient pas laissé de trou dans la mienne. Je ne suis pas venue pour me disputer, dit-elle doucement, en passant une mèche de cheveux derrière son oreille, de la même manière qu'elle le faisait quand elle était nerveuse. Je l'ai regardé le faire une 2e fois. Ce n'était pas de la nervosité. C'était une répétition. Elle avait préparé ça. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés, chaque partie de moi vibrant d'une rage que j'avais trop longtemps ravalée. Alors pourquoi es-tu venue, Élodie ? Pour tourner la page, obtenir le pardon, faire ta lessive. Elle a tressailli à cette dernière remarque, une petite victoire. Elle a toujours détesté quand je devenais sarcastique. Cela signifiait que je souffrais d'une manière qu'elle ne pouvait pas réparer avec ses habituelles paroles mielleuses. Je suis revenu parce que j'ai réalisé que ce n'était pas réel, a-t-elle dit. Avec lui, c'était un fantasme, une réaction à l'impasse dans laquelle je me sentais. Ça n'avait rien à voir avec toi. Ça avait à voir avec moi. Cette phrase-là. C'est le genre de phrase qu'on trouve dans les livres de développement personnel et les vidéos Instagram de coach. Ça n'avait rien à voir avec toi. Ça avait à voir avec moi. Comme si cela rendait la trahison plus facile à digérer. Comme si reformuler l'égoïsme le rendait noble. Elle a continué, tu ne méritais pas ce que j'ai fait. Je le sais maintenant. J'étais égoïste et effrayé. Et je pensais. Je ne sais pas, Antoine. Je pensais avoir besoin d'autre chose. Je l'ai dévisagé un long moment. Pas parce que je ne savais pas quoi dire. Croyez-moi, il y avait beaucoup de choses que je voulais dire, mais parce que je n'arrivais sincèrement pas à croire à quel point sa voix me semblait encore familière. Comment, même après tout ça, elle ne sonnait pas comme une étrangère. C'était la partie la plus troublante. La façon dont le temps n'avait pas effacé sa tonalité de ma tête. Elle avait vécu avec lui. Ça, je l'avais compris il y a des mois. Après son départ, je ne suis pas allé la chercher.
Je n'ai pas fait exploser son téléphone. Je n'ai pas essayé de la reconquérir comme un triste personnage de film. Mais j'ai reçu les emails, celui de notre conjoint montrant un retrait pour une entreprise de déménagement. La notification que quelqu'un avait changé le nom du Wi-Fi de notre appartement, accent aigu P plus H pour toujours. Oui, subtil, n'est-ce pas? Elle a prononcé son nom une fois. Hugo. Je n'avais rien demandé, mais elle me l'a donné quand même. Comme si je mourais d'envie de l'entendre. Hugo. Le genre de nom qui va avec une montre chère et trop de plantes d'intérieur. Le genre de type qui fait probablement des affirmations matinales torse nu et se gare toujours comme si le trottoir lui appartenait. Je les ai imaginés ensemble plus de fois que je ne l'admettrai jamais. Je restais éveillé la nuit, imaginant leur nouvel appartement, leur porte-brosse à dents partagée, son rire résonnant dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Je me suis torturé avec des détails qu'elle ne m'avait jamais donnés jusqu'à maintenant. Elle a dit qu'il l'avait trompée. Je n'ai pas réagi. Elle a dit que ça avait été un choc. Je n'ai toujours rien dit. Elle a dit qu'elle avait fait sa valise cette nuit-là et qu'elle était venue directement ici parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Et c'est là que j'ai parlé. Tu n'es pas venu ici parce que tu n'avais nulle part où aller, ai-je dit. Tu es venu ici parce que tu pensais que j'étais encore là, à attendre, prêt à reconstruire l'épave que tu as créée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je détestais qu'elle me touche encore. Les larmes, la fausse vulnérabilité, la performance de la culpabilité. Tu me manques, Antoine, a-t-elle dit. Nous me manquons. Ceci me manque. J'ai regardé autour de moi. Ceci? Tu veux dire la vie que tu as passée au mixeur parce que tu voulais jouer à la petite maison avec Hugo l'illuminé. Silence. Puis, comme sur des roulettes, elle a sorti la grenade émotionnelle. Je ne te demande pas de me reprendre tout de suite. C'est juste que je ne savais pas où aller d'autre. La revoilà. Cette formulation subtile, pas de l'amour, pas du remords, juste du désespoir dans une plus jolie robe. Et pourtant, malgré toutes les voix dans ma tête hurlant le contraire, je l'ai laissé passer la nuit. Elle a dormi sur le canapé. Du moins, je crois. Je n'ai pas vérifié. Je suis resté dans mon lit, à fixer le plafond pendant des heures, écoutant chaque craquement du plancher en bas, comme si la maison murmurait sa désapprobation. Le soleil n'était même pas encore levé quand j'ai fait du café. Je n'en voulais même pas. J'avais juste besoin de bruit, de chaleur, de quelque chose de normal. Sa valise était toujours près du garde-manger, à moitié ouverte, comme si elle avait été ouverte à la hâte. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à regarder. La curiosité, la méfiance. Peut-être avais-je juste besoin de la preuve que tout cela n'était pas un rêve tordu. Je me suis accroupi et j'ai tiré lentement sur la fermeture éclair. À l'intérieur, il y avait un tas de vêtements, des cordons de chargeurs emmêlés et une trousse de maquillage qui débordait. Typique. Mais en dessous, coincé maladroitement entre un pull et son fer à lisser, se trouvait une petite enveloppe rouge. Pas de nom, pas d'adresse d'expéditeur, juste un papier épais et cher avec une légère odeur florale qui n'était pas la sienne. Je savais que je ne devais pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. À l'intérieur, il y avait une carte, manuscrite, avec une écriture féminine et bouclée que je ne reconnaissais pas. Tu as dit qu'elle était partie. Alors pourquoi m'a-t-elle appelé? Mon estomac s'est noué. Il n'y avait pas de signature, pas de date, juste cette seule phrase écrite comme une énigme aux bords ensanglantés. Je suis resté là, figé, l'enveloppe à la main, essayant de comprendre. Mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était l'incrédulité. Et cela devrait tout vous dire sur à quel point j'étais brisé, à quel point la trahison m'avait anesthésié. Elle a dit qu'elle l'avait quitté. Elle a dit que c'était fini. Mais cette carte, cette simple et terrifiante phrase, racontait une autre histoire. Une histoire qui impliquait quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui elle avait menti, tout comme elle m'avait menti. J'ai regardé vers le salon. Elle dormait, paisible, comme si les gens ne faisaient pas de dégâts dans leur sommeil. J'ai remis l'enveloppe dans son sac sans un bruit. Et je me suis assis à la table de la cuisine pendant des heures, à fixer le mur, car à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de pire que d'être trompé. Je ne savais absolument pas qui j'avais laissé rentrer chez moi. Elle s'est réveillée tard comme elle le faisait le dimanche, s'étirant comme un chat, les yeux à moitié clos,
prétendant déjà que le monde n'existait pas. J'avais préparé le petit déjeuner, ce qui a dû la dérouter. 2 assiettes, une cuisine silencieuse, un café déjà froid. Elle a souri. Tu n'étais pas obligé. Je l'ai coupé. De qui est la lettre? Son visage n'a pas changé, pas même un tressaillement. Elle s'est assise lentement, gardant les yeux sur moi comme si elle essayait de lire les règles d'un jeu que je n'avais pas encore expliqué. Quelle lettre? J'ai fait glisser l'enveloppe rouge sur la table. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, juste assez pour que je le remarque. Puis il est revenu, ce masque calme et répété qu'elle portait toujours quand elle pensait pouvoir déjouer la vérité. Je n'ai jamais vu ça avant, a-t-elle dit. C'était un mensonge si audacieux et si net que je l'ai presque admiré. Presque. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'ai juste hoché la tête, je me suis levé et j'ai attrapé mon manteau. Je reviens, ai-je dit. Ne fouille pas dans mes affaires. Elle n'a pas demandé où j'allais, mais je n'allais nulle part de dramatique. J'ai conduit jusqu'à un parc voisin et je me suis assis dans la voiture, moteur éteint, les mains sur le volant. L'enveloppe reposait sur le siège passager comme une arme chargée. Tu as dit qu'elle était partie, alors pourquoi m'a-t-elle appelé? Cette seule phrase tournait en boucle dans ma tête, grattant ma santé mentale. Qui était, elle? Qui était l'auteur de la carte? Et qu'est-ce qu'Élodie avait bien pu dire pour couvrir ses traces? J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis son départ. J'ai commencé à fouiller. Vieux email, agenda partagé. Son ancien historique de localisation, qu'elle avait dû oublier, était toujours synchronisé avec mon iCloud. Et voilà, une série d'adresses qu'elle avait visitées pendant la période où elle avait soi-disant besoin d'espace. L'une d'elles apparaissait plus d'une fois, un nom attaché à une boutique de fleurs en centre-ville. Et c'est là que quelque chose s'est mis en place. La carte, l'odeur, ce léger parfum floral qui n'appartenait pas à Élodie. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai cherché la boutique. Petite, indépendante, des avis 5 étoiles, un site web magnifique, et sur la page, à propos, une photo d'une femme nommée Léa. Élégante, stylée, la trentaine, le genre de femme qu'on n'oublie pas. Une pensée m'a frappé comme une brique. Et si Hugo n'était pas le seul? Et si Élodie avait construit plusieurs mensonges en parallèle? De petites vies cachées dans des coins, espérant qu'aucune d'entre elles ne se chevaucherait jamais. Et maintenant, peut-être que l'une d'elles avait éclaté. Peut-être que Léa avait découvert mon existence de la même manière que j'avais découvert celle d'Hugo. Et peut-être qu'Élodie n'était pas revenue pour arranger les choses. Peut-être qu'elle était revenue parce que ses autres ponts étaient déjà en train de brûler. Quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée, elle était exactement là où je l'avais laissée, faisant défiler son téléphone comme si rien ne s'effondrait autour d'elle. Élodie, dis-je calmement, comme si je demandais simplement ce qu'elle voulait pour le dîner. Qui est Léa? C'est alors qu'elle a levé les yeux. Et pour la première fois depuis son retour, elle avait l'air effrayée. Quand j'ai prononcé le nom de Léa, quelque chose a vacillé derrière les yeux d'Élodie. La reconnaissance, la panique, le calcul. Elle a essayé de le cacher, mais il était trop tard. Cette seule seconde de silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne connais personne de ce nom, a-t-elle dit. Le mensonge est tombé de ses lèvres si doucement que ça m'a retourné l'estomac. Tu es allé à sa boutique plusieurs fois. Tu as laissé ta localisation activée sur mon iCloud. Erreur de débutante, Élodie. Elle s'est figée, puis s'est agitée sur son siège. D'accord, d'accord. J'y suis allé une fois pour des fleurs. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas répondu. J'ai juste reposé la carte sur la table et j'ai attendu. Elle l'a fixée comme si elle pouvait exploser. J'ai gardé la voix basse. Elle pense que tu lui as menti à mon sujet. Elle a dit que tu lui avais raconté que j'étais parti. Tu ne fuis pas seulement Hugo. Tu fuis autre chose. Ses mains se sont mises à trembler très légèrement alors qu'elle attrapait son café. Elle n'a pas bu. Je ne voulais pas que ça devienne compliqué, a-t-elle murmuré. Je pensais que ça resterait. Séparé. Séparé. Ce mot m'a donné la chair de poule, comme si elle jonglait avec des vies comme on jongle avec des tenues. Juste des versions différentes d'elle-même selon qui elle voulait être cette semaine-là. Elle a levé les yeux vers moi.
Je n'ai pas couché avec elle. Je n'avais même pas posé la question, et le fait qu'elle l'ait dit en premier signifiait qu'elle l'avait très certainement fait. J'ai quitté la pièce, non pas parce que je ne pouvais pas supporter la vérité, mais parce que j'avais peur que si je restais, je commencerais à la comprendre. Et au moment où vous commencez à comprendre quelqu'un comme ça, vous le laissez revenir. Et je n'étais pas sûr d'être assez fort pour l'en empêcher. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé sur le canapé, même si le lit était le mien. D'une certaine manière, je ne le sentais plus comme le mien. Pas avec elle dans la maison. L'air avait cette mauvaise sorte d'immobilité. Trop calme, comme si le silence préparait quelque chose. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas de nom, pas de photo, juste un unique texto. Elle lui raconte la même histoire. Mon cœur battait la chamade. J'ai fixé le message, essayant de comprendre qui était, lui. Hugo? Quelqu'un d'autre? J'ai répondu, qui est-ce? Pas de réponse, juste 3 points pendant un instant. Puis ils ont disparu. Une seconde plus tard, une capture d'écran est arrivée. C'était un fil de discussion de mes partiels. Le nom de l'expéditeur était masqué, mais je pouvais voir l'objet, Brie, il faut qu'on parle d'Élodie. Les lignes visibles de l'email étaient courtes, brutales, glaçantes. Elle a dit que tu étais mort, que tu l'avais quitté l'année dernière et qu'elle reconstruisait sa vie seule. Elle m'a montré un faux avis de décès. J'ai laissé tomber le téléphone. Je suis resté assis là, dans le noir, avec les ombres du salon qui s'étiraient sur les murs comme si elles écoutaient. Un faux avis de décès. Elle avait dit à quelqu'un que j'étais mort, et celui à qui elle l'avait dit la croyait encore. Je suis monté à l'étage. Mes jambes étaient engourdies, comme si je n'étais plus dans mon corps. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis où elle s'était installée sans demander, et je l'ai juste regardée dormir. Elle avait l'air paisible, presque innocente, comme la version d'elle que j'aimais autrefois. Mais ce n'était qu'un masque. En dessous, il y avait autre chose, quelque chose de calculateur. Elle n'avait pas seulement trompé. Elle m'avait effacé. Pas métaphoriquement, littéralement. Elle avait simulé ma mort. Je voulais la réveiller. Je voulais crier, exiger la vérité, exiger des réponses. Mais au lieu de ça, j'ai reculé et j'ai fermé la porte sans un bruit. Parce que maintenant, j'avais besoin de tout savoir. Et si elle allait me mentir à nouveau, je voulais être prêt. Alors, j'ai envoyé un texto au numéro. Parlons. Nous avons convenu de nous retrouver dans un relais routier juste à la sortie de la Nationale 7. C'était l'un de ces endroits calmes et oubliés avec des banquettes ébréchées, un jukebox que personne n'utilisait et des serveuses qui semblaient être là depuis les années 80. Le genre d'endroit qui ne pose pas de questions. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je suis arrivé en avance et j'ai pris une place dans un coin. Chaque fois que la porte grinçait, mon pouce accélérait jusqu'à ce que finalement, un homme grand, au début de la quarantaine, entre en balayant la pièce du regard. Il m'a repéré et s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés, et pendant un instant, il a eu l'air d'avoir vu un fantôme, et d'une certaine manière, c'était le cas. Il s'est assis sans rien dire. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai donné mon nom en premier. Antoine. Il a cligné des yeux. Mais vous êtes. Il a laissé sa phrase en suspens. Mort, ai-je dit. Ouais, apparemment. Il a ri. Mais c'était le genre de rire que les gens utilisent quand ils sont terrifiés et essaient de faire comme si de rien n'était. Il s'appelait Mathieu. Il travaillait dans la finance, divorcé, pas d'enfant, appartement impeccable, émotionnellement disponible, en gros tout ce que je n'étais pas quand Élodie et moi nous sommes mariés. Elle m'a dit que son mari était mort d'une crise cardiaque dans un vol pour la Corse, a dit Mathieu. Elle m'a montré un avis de décès, en noir et blanc. Elle a dit qu'elle l'avait fait imprimer parce qu'elle ne supportait pas de garder la version en ligne. Cette partie m'a rendu physiquement malade. Il a fait glisser son téléphone sur la table. Le voilà. Une photo de l'avis de décès, mon nom, mon année de naissance et une date de décès inventée. Une fausse citation de mon prétendu frère. Même une petite note sur le fait que j'aimais restaurer de vieux postes de radio et que je ne laissais aucune famille proche. Elle m'a même donné une boîte, a dit Mathieu, avec une alliance dedans.
Elle a dit qu'elle ne pouvait plus la garder. Cette alliance était la mienne. Je n'avais pas remarqué sa disparition jusqu'à ce moment. Mathieu s'est adossé et a expiré bruyamment. Je l'ai cru. Enfin, pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Qui invente une chose pareille? Je n'avais pas de réponse. Aucun de nous n'en avait. Nous sommes restés assis là en silence, à fixer la table entre nous comme si c'était la seule chose qui nous ancrait à la réalité. Elle m'a quitté il y a 2 semaines, a finalement dit Mathieu. Sans prévenir, elle a juste dit qu'elle devait régler quelque chose de son passé. Je ne savais pas que ce quelque chose, c'était vous. Mon estomac s'est retourné. Donc, elle n'était pas revenue vers moi par culpabilité, par amour ou même par regret. Elle était revenue parce que son autre conte de fées s'était terminé. Elle avait consumé sa relation avec Hugo, s'était frayé un chemin à travers des mensonges avec Mathieu, et maintenant elle était de retour à ma porte, essayant de se glisser dans la seule vie qui ne lui avait pas claqué la porte au nez. Mathieu m'a regardé avec un mélange de pitié et d'admiration. Je ne sais pas comment vous avez vécu avec elle aussi longtemps. J'ai souri amèrement. Je n'ai pas vécu avec elle. C'est juste que je ne savais pas que je ne vivais pas avec elle. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise sur la terrasse, pieds nus, avec une couverture sur les épaules, comme si elle attendait la chute d'un météore. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. Pas physiquement, juste plus petite. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je suis resté derrière la moustiquaire, la regardant regarder le ciel. Elle s'est finalement tournée. Tu es parti longtemps. J'ai rencontré quelqu'un, ai-je dit. Il s'appelle Mathieu. Elle n'a pas dit un mot, a juste baissé les yeux et hoché la tête comme une élève prise en train de tricher à un examen pour lequel elle n'avait pas étudié. Je sais pour le faux avis de décès. Je sais pour l'alliance. Je sais pour Léa. Et je suppose qu'il y en a d'autres. Peut-être pas des personnes, mais des mensonges. Assez pour remplir des pièces. J'étais malade, a-t-elle dit doucement. Pas le genre de maladie qu'on traite avec des médicaments. Le genre qui s'infiltre lentement jusqu'à ce qu'on ne sache plus qui on est. Je n'ai jamais voulu être cette version de moi-même. Je n'ai cessé de la devenir. Je l'ai cru. Ou du moins, j'ai cru qu'elle le croyait. Et peut-être que c'était suffisant. Je te pardonne, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. Pourquoi? Parce que m'accrocher à tout ça me rongerait de l'intérieur. Et je suis fatigué, Élodie. Je veux récupérer ma vie. Je veux ma tranquillité. Elle a pleuré, mais je ne l'ai pas réconfortée. Ce n'était plus mon rôle. Le lendemain matin, elle est partie. Cette fois, sans les larmes, sans les fausses promesses, sans la comédie, juste une valise et un au revoir silencieux. Les semaines ont passé et pour la première fois depuis des années, j'ai recommencé à dormir. J'ai repeint la chambre d'amis, changé les serrures, donné tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, sauf une chose, l'enveloppe rouge. Je la garde dans un tiroir, non par amertume, mais comme un rappel. Quand les gens vous montrent qui ils sont, n'attendez pas qu'ils changent. Croyez-les, puis lâchez prise. J'ai recommencé à fréquenter le club de radio amateur local, à réparer de vieux transistors, à parler à des inconnus de fréquences et de bulletins météo et de tout sauf du passé. J'ai même commencé à voir quelqu'un. Elle s'appelle Claire. Elle est douce d'une manière qui n'essaie pas de me réparer. Et c'est ça, la différence. Élodie était la tempête. Claire est le calme après. Et moi? Je suis juste redevenu Antoine. Pas un fantôme, pas un plan de secours.